Bonjour à toutes et tous, c'est le deuxième rendez-vous des webinaires d'Educavox. Comme vous le savez, on a décidé de vraiment travailler en préalable et d'ailleurs après on continuera au salon Educatech qui va se dérouler fin novembre, du 19 au 21 je crois. D'ailleurs on sera assez présent lors de ce salon puisque on fera un webinaire dédié le 19 et puis le 21 une table ronde associée. Et donc on explore de manière assez pluridisciplinaire dans le cadre de ces webinaires la question des libertés, de la relation à l'information, des pratiques numériques des ados et aussi la question de la vie privée et de la préservation de la vie privée. Et là, après avoir eu Serge Tisseron lors de la première, je suis enchanté de revoir, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu quand même, hein, Jennifer Elbaz, qui est, je crois que tu es chargée de mission à la CNIL, c'est ça? Je suis chef du service sensibilisation de la CNIL. D'accord, bon, Hmm. encore Exactement. je m'incline, hein, je m'incline. En fait, on va parler avant tout d'un rapport qui est sorti assez récemment, qui questionne finalement autant les représentations des adultes par rapport aux pratiques des ados en particulier, mais aussi qui questionne les politiques publiques associées. Alors, comme première question, Mhm. tout bêtement, pourquoi cette étude d'abord? D'accord. Et Mhm. puis ensuite, quel regard vous cherchiez à avoir en initiant cette étude? Alors en fait, l'étude dont tu parles, ce sont les travaux numériques adolescents que nous avons menés avec Mehdi Arfaoui, qui est sociologue au Link. En fait, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a 4 missions. Une mission d'information des publics, protection des droits, une mission d'accompagnement euh, des structures comme les entreprises par exemple, une mission d'analyse et de prospective qui est assurée par le laboratoire de recherche qui s'appelle donc le Link, dont Mehdi fait partie, Mhm. et une mission de contrôle et de sanction que, Que je connais bien. que tu dois, que je dois bien connaître. Euh, dans la mission d'information, on adapte les messages que l'on délivre aux cibles que nous souhaitons atteindre. C'est la raison pour laquelle on a créé en fait toute une bibliothèque de ressources pour les enfants à partir de 8 ans, pour les 8-10 ans, les enfants eux-mêmes, leurs parents, les enseignants et les médiateurs. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces ressources? Parce que le RGPD, donc qui est un texte qui est rentré en vigueur en 2018, contient un article, l'article 8, qui définit des droits numériques aux mineurs. Et donc ça, c'était assez nouveau. On a mené un certain nombre de travaux pour savoir comment cet article pourrait être effectif pour les enfants, c'est-à-dire comment est-ce que les enfants pourront s'emparer de leurs droits, comment est-ce qu'ils pourraient être informés de leurs droits. Et donc là, déjà, dans les années 2020, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre ce que les enfants nous disaient, parce qu'on a fait des panels, on a fait un sondage, on avait une différence entre ce que les enfants nous disaient de leurs pratiques, ce que les parents savaient et ce que les enseignants aussi connaissaient. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on adapte l'information à ces publics-là, donc en particulier aux enfants, à leurs parents et aux adultes référents que sont les enseignants et les médiateurs. Et donc, une fois qu'on a publié cette bibliothèque de ressources, la suite logique, c'était de créer des ressources pour les adolescents. Et on ne disposait pas d'un minimum d'informations concernant leurs pratiques. Leurs pratiques à eux, les parents, les enseignants, les médiateurs, toujours pareil. Et donc là, on est allé sur le terrain. D'abord, on a fait une revue de littérature scientifique qui nous a permis de voir un petit peu ce qui se disait sur le sujet, qu'on a publié bien sûr, qui est disponible sur le site du Link. On a également donc été voir des adolescents, on a mené plus de 100 entretiens en qualitatif qui nous ont permis justement d'avoir du qualitatif, de comprendre un petit peu où ils en étaient par rapport à leurs pratiques et par rapport à leur âge spécifique, leurs pratiques en lien avec la construction d'identité. Et on a fait un sondage auprès des parents, ce qui nous a permis de créer De confronter en fait un petit peu les perceptions. tout à fait, et de créer des ressources ad hoc, donc pour les adolescents directement. On a fait un manga, on a fait une carte, un océan de données qui permet de se représenter en fait l'expérience numérique, parce que c'est valable pour les adultes mais aussi pour les mineurs, les enfants. C'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe derrière l'écran, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, on a tous pris l'habitude de se connecter en une seconde à Internet, d'être en interaction les uns avec les autres, de voir des informations, etc. Mais finalement, toute la matérialité d'Internet, elle n'est pas pensée. Et puis finalement, voilà, on a essayé de cartographier un petit peu ce qui peut se passer quand on est sur Internet. L'expérience positive qui est celle du divertissement, qui est celle de l'interaction avec les autres, de la culture possible, et puis comment en garder une expérience positive en protégeant sa vie privée. D'accord. Et quand on regarde un peu tous les travaux que vous avez faits, dont ce rapport, qui est quand même une pierre angulaire quelque part, parce qu'elle montre la différence de perception,
Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la notion d'injonction contradictoire. Ah bah oui, C'est-à-dire que, en oui, fait, bien sûr. les ados, ils sont pris en permanence Oui. entre deux feux. Alors, ça dépasse largement Internet, hein, Mhm. ou le numérique en tant Mhm. que tel. Et bah, finalement, comment ils gèrent ça? Ces injonctions, par exemple, le désir de reconnaissance, mais aussi le besoin d'intimité. Comment ça se traduit? Et comment ça se traduit dans les pratiques numériques, bien entendu. Bah, en fait, c'est toute la complexité de leur expérience numérique. D'abord, il y a un regard adulte sur leur pratique qui est souvent descendant. Hein, on dit les jeunes, Mhm. mais bon, En fait, on projette. on projette beaucoup. Et puis, leur expérience, elle est très, elle est très imbriquée. Leur expérience numérique, elle est très imbriquée avec leur vie réelle. Mhm. Euh, donc, euh, donc comment est-ce qu'ils protègent leur vie privée? Bah, c'est un sujet parce que nous, évidemment, on est sur la protection de la vie privée, donc se créer un pseudo qui ne permet pas de révéler ton identité, flouter ta photo de profil, mettre ton compte en privé, c'est sûr que dans la logique ado de construction de l'identité où on a besoin du regard des pairs et de l'approbation des pairs, c'est pas le meilleur moyen d'avoir des likes et des commentaires et d'être très populaire. Toujours pareil, on essaye d'informer, de trouver un équilibre. Et tu trouves que quand tu t'adresses à eux et que tu accompagnes, euh, ils arrivent vite à comprendre ce qu'il y a sous le capot, ou finalement la projection qu'en font les parents, on parlera du contrôle tout à l'heure, mais la projection qu'en font les parents, finalement ils sont dans le juste quand ils regardent leurs enfants. Ou est-ce que les enfants s'approprient assez rapidement les mécanismes? Moi j'ai remarqué par exemple quelque chose, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que en fait ils se protègent vraiment des pères, PAIR, c'est-à-dire que là pour le coup ils se cachent alors, de la famille, mais dès qu'ils sont sur des logiques plus commerciales, on va dire, bah là, on a l'impression que même s'ils le savent, ils sont prêts à lâcher plein de leurs données personnelles. Parce qu'ils ont identifié certains risques, mais pas tous. Et notamment, ce qu'ils nous disent, comme la plupart des adultes hein, d'ailleurs, c'est ben, j'ai rien à cacher. Donc finalement, quand je vais chercher une information sur un produit, ben, ça me va bien si je cherche une information et puis qu'après, en push, je vais avoir plein d'informations afférentes à ce produit. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est toute la mécanique derrière. Quand tu acceptes les cookies, tu acceptes que autant de sociétés mettent leur menton sur ton épaule et voient ce que tu fais, comment ce que tu fais sur Internet, tes navigations, pour te proposer des produits, des services ou des idées. Oui. En fait, les jeunes sont attachés à la notion de liberté, donc quand on les aborde sur ces notions-là, ils sont sensibles et ils mettent en place, parfois ils le font même quand on sort de l'établissement en même temps qu'eux, on voit qu'ils nous montrent comment ils paramètrent tout de suite leur téléphone pour modifier leurs mesures de protection. D'accord, donc en fait ils savent paramétrer, enfin au fur et à mesure. Serge disait, si en plus il y a les grands frères, ils vont très très vite, ils vont beaucoup plus vite en termes de compréhension de ce qu'ils font, des risques, des enjeux associés. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une forme de parrainage ou de marrainage des grands frères et des grandes sœurs qui prennent le relais des parents. Les parents peuvent ne pas vraiment accompagner les enfants pour des questions de disponibilité par exemple, et ce sont les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les cousines qui peuvent prendre le relais complètement, et qui peuvent aussi même exercer un contrôle. On a eu beaucoup d'adolescents qui avaient un contrôle non pas parental mais fraternel. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que la communauté de liens, au-delà de la question numérique, en fait c'est un moteur d'émancipation. Tout à fait. C'est ça. On va passer du côté des parents. Bon, on en a beaucoup parlé avec Serge la dernière fois, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue au niveau de la CNIL. On a remarqué quand même qu'il y avait eu, c'est une question sociétale, avant d'être une question numérique. Les parents, ils sont débordés, ils font plein de choses, ils sont eux-mêmes pris par le numérique, ils ont leurs propres usages, eux-mêmes, parfois leur absence de compréhension de ce qui se passe derrière au niveau algorithmique, par exemple. Ils sont eux-mêmes sur Instagram, voilà, sur Facebook, sur LinkedIn, voire sur TikTok. Ils achètent du Chine, ils sont sur les plateformes. Et donc, avec leurs enfants, ils ont moins de temps et assez peu de disponibilité. Même quand ils sont avec eux, ils ont tendance d'abord à projeter des angoisses, qui sont les leurs en fait,
enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai au fur et à mesure que je lis du Sonia Livingstone ou du Sherry Turkle. Enfin bon, je me rends compte que ça c'est une vraie dynamique. Mais du coup, comment on fait pour leur redonner d'abord des préceptes clés, pour qu'ils comprennent finalement, et les leviers qui vont leur permettre de retourner finalement dans cette boucle positive avec leurs enfants? L'histoire, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est ça un peu l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Et aujourd'hui, le sujet du numérique à la maison, c'est un sujet de discorde et pas de concorde. C'est pas un sujet de discussion. Et on a certainement quelque chose à explorer de ce côté-là. C'est-à-dire que si on fait du numérique un sujet de discussion, d'échange, eh ben, on va déverrouiller certains canaux, sans nul doute. Notamment, finalement, les enfants, quand ils jouent à des jeux vidéo, ils ont leurs préférences. Quel type de jeux vidéo, quels sont leurs personnages favoris, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce personnage, leur place dans la guilde peut-être, quels humoristes ils regardent régulièrement. En faire un sujet de discussion de qu'est-ce que tu dis de toi, comment les autres s'adressent à toi, bref, d'en faire un sujet de discussion. Et effectivement, tu as raison, c'est ce que Mehdi a démontré dans un schéma qu'il a créé, résultant de ce qu'on a vu sur le terrain et du sondage, c'est que finalement, tu as des parents qui sont très informés, des parents ou d'ailleurs des parents qui ne sont pas informés sur nos sujets en tout cas, des parents qui ont le temps et d'autres qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas disponibles en tout cas, qui plutôt on va dire pas disponibles, et donc ça crée des parents qui peuvent avoir les informations mais pas la disponibilité, des parents qui n'ont pas l'information mais qui ont la disponibilité. Bref, en fait, l'accompagnement parental il se fait un peu sous ces modalités-là. C'est une question de niveau d'information, de culture numérique quelque part, et puis de disponibilité avec les enfants. Et évidemment, on a un sujet d'égalité. Parce que ça fait très longtemps que, par exemple, avec Dominique Cardon, que tu connais certainement, qu'on avait monté le Digital Society Forum d'ailleurs pour ça, c'était vraiment la question de la culture numérique, apprendre à décoder. Et en fait, on faisait plein d'ateliers. Et on avait beaucoup de gens qui venaient, toujours des grands témoins, etc. Alors, la question, parce que ça restait à petite échelle, malgré tout. Mais c'est ça la question. Comment on passe l'échelle? C'est ça la question qui nous concerne tous. C'est la question du passage à l'échelle et comment est-ce que c'est un motif d'égalité et non pas de rupture d'égalité. L'enjeu, il est là pour nous tous. Parce qu'on est face à une société qui est en plus de plus en plus fractionnée. Donc, ils discutent de moins en moins. Ouais, moi, j'ai fait un article là sur les chatbots conversationnels, avec à la fois des personnes qui en font aussi dans ma poche, ou ce qui est arrivé malheureusement sur le suicide récemment sur ChatGPT du jeune homme. Il y a quand même un emballement qui se fait, et dans des cercles fermés, avec de moins en moins de gens qui discutent entre eux, ça se resserre, ça s'enferme. Le petit frère des pauvres a sorti son baromètre. On voit que la question de l'isolement grandit dans nos pays occidentaux. Donc il y a tout ça à gérer. Alors du coup, l'école dans tout ça. L'école dans tout ça. Oui. Mais elle a beaucoup sur les épaules, l'école, la pauvre. Je sais. Et justement, on a peut-être nous un rôle à jouer. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle, en fournissant des supports pédagogiques pour les enseignants, en allant nous-mêmes dans les établissements scolaires sur demande des établissements. On fait un petit peu comme on peut. Là, sur cette année 2025, certainement, on aura vu à peu près 20 000 personnes. D'accord. En visio ou bien carrément en atelier. En atelier, exactement. Et notre mot d'ordre, c'est toujours le même, c'est créer la discussion, faire du numérique un sujet de discussion, faire de la protection de sa vie privée un sujet de discussion. Alors, du coup, je rebondis, c'est une conversation. Je me mets à la place des entreprises, des grandes entreprises qui sont très présentes sur les territoires. Elles ont, à mon avis, aussi un rôle à jouer d'accompagnement. Peut-être en périscolaire d'ailleurs. Et d'accompagnement des salariés déjà. Oui, qui sont eux-mêmes des parents en fait. Bien sûr. Donc je pense c'est peut-être même un appel. On le fait sur l'IA. Il y a les cafés IA. Oui, avec les cafés IA. Oui, bien sûr. Et puis nous, on va lancer les cafés IA responsables, tu vois, avec Impact AI. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'IA. Eh bien, tout à fait. On a publié, là, au moment un petit peu avant l'été, un kit pour les parents salariés en lien avec l'AFCDP, qui est l'association française des délégués à la protection des données. Donc, c'est un kit clé en main qui peut être pris en charge par les DPO
des entreprises pour justement sensibiliser leurs collègues parents D'accord. sur le Et sujet. vos premiers résultats? Est-ce que ça, est-ce que les entreprises s'en emparent? Alors, Est-ce qu'elles savent que ça existe? Est-ce que... oui, oui, les DPO, c'est sûr, ils savent, oui, bien sûr, ils savent que ça existe. Et puis, oui, oui, on a des ateliers de sensibilisation qui se font et qui se mettent en place. Parfois, on nous demande même quelques ressources pour des ressources qu'on envoie. On a des ressources physiques, on a des jeux, etc., qu'on envoie dans les entreprises pour que ça soit distribué aux Parce que je vois que la fresque du climat a bien fonctionné Oui, dans ça a très bien l'entreprise, ça fonctionné, fait oui, une tout à traînée de fait. poudre, Oui, oui. parce qu'il y a une conscientisation Mhm. individuelle, Bien sûr. quelque part, sur les enjeux Bah, c'est un petit climatiques. peu l'enjeu C'est aussi de c'est un ce petit kit peu lié. qu'on a fait, oui. Et tu as l'impression que la prise de conscience du fait que finalement le numérique est une rupture aussi importante que l'environnement, c'est pas les mêmes échelles, enfin c'est pas les mêmes échéances, mais les deux sont systémiques, les deux sont disruptifs, ça change les modes de travail, ça change la relation à l'information, ça change, enfin bon, c'est cognitif. Est-ce que tu sens, toi, de ta place à la CNIL et du regard de la CNIL, de cette tour qui regarde un petit peu la société, que la prise en compte commence à s'affermir sur l'importance d'apprendre, comme disait Dominique, non pas à coder, mais à décoder? Alors, cette prise de conscience, oui, je pense qu'elle existe partout. En tout cas, c'est un biais forcément, mais nous, partout où on va, que ce soit les enseignants ou bien dans les entreprises ou bien même dans des réseaux de médiation, il y a une vraie prise de conscience qu'effectivement, on a un enjeu de passage à l'échelle sur cette prise de conscience numérique, c'est sûr. Après, il manque une brique sur l'accompagnement et l'opérationnel. Parce qu'on voit bien que les coupes budgétaires vont clairement affecter le lien humain et les réseaux de médiation risquent de payer très cher les coupes budgétaires. Or, qui mieux que le lien humain peut faire une médiation et apporter quelques clés qui après pourront être récupérées par les personnes pour aller plus loin en fait. Bien sûr. Mais si on n'a pas d'humain, on perd quelque chose. Donc on est à une période un peu charnière là. Oui, oui. Donc en fait, tu prônes le rétablissement finalement. La MENUM, c'était un peu ça, hein. Bah oui. C'est créer des sûr. endroits où il y avait de l'humain qui se mettait en place. Bien sûr. Et c'est vrai que la MENUM, elle souffre un peu. Bah oui, bien sûr. Et le dispositif des conseillers numériques France Service, il est indispensable à notre pays en fait, à notre territoire. Et j'ai discuté avec Ariane Ledroit il n'y a pas si longtemps que ça, elle aussi, elle souffre, hein. C'est compliqué. Donc là, donc ça veut dire qu'il faut remonter vraiment au niveau politique. Sans nul doute. Sans nul doute, en fait, c'est toujours pareil, il n'y a pas de baguette magique, mais on a une question politique et on a une question de prise en compte aussi par le citoyen. On est tous, nous tous, là, on est citoyens, on est partie prenante. Ce que chacun peut faire à son niveau, faisons-le. Faisons-le, tant qu'on peut le faire, faisons-le. On peut se mettre en ordre de marche, quoi. Oui, mais je suis vraiment d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un appel. Enfin, je vais utiliser en fait ce qu'on a échangé pour continuer à faire mon colibri. Mais bon, il faut qu'on soit beaucoup de colibris pour que le feu. Mais parfois, on fait bouger les choses. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a un effet domino. Je vois bien sur d'autres domaines, hein. Au début, c'est lent, puis il y a une courbe exponentielle, puis tout d'un coup, il y a une prise de conscience, et puis on arrête de projeter nos propres frayeurs, nos propres angoisses sur les autres, et de parler de nous quand on parle des autres, et on commence à faire. Et là, ça commence à se démultiplier. Il y avait aussi un point là, on n'a pas abordé, c'est la question des inégalités. Bon, il y a eu l'effet post-Covid, hein, où ça de nouveau, enfin, on a vu les taux, en particulier chez les jeunes filles, qui ont explosé, mais globalement, les inégalités d'accès, de culture, etc. Est-ce que vous voyez des fractures qui naissent de tout ça? Je pense que oui, mais est-ce qu'elles se sont amplifiées ou pas? Je suis pas sûre d'avoir la réponse à cette question. Nous, ce qu'on a vu en tout cas dans les pratiques numériques des adolescents, c'est qu'ils sont capables d'accéder à des documentaires sur des sujets hyper pointus, comme évidemment de jouer entre eux à des jeux vidéo, comme de passer beaucoup de temps à s'échanger des messages pour se raconter leur vie. Donc en fait, ils ont quand même des pratiques numériques qui sont diversifiées. Et après, on a certainement un enjeu à leur montrer justement ce qu'ils peuvent faire aussi encore mieux, encore plus, peut-être culturellement avec leur accès. Bien sûr, tu as raison, il
y a un enjeu d'inégalité, notamment territoriale, et il faut bien se rendre compte que dans certains territoires, si on coupe l'accès numérique aux adolescents, on les coupe les isole de tout. mais de tout en fait. Parce que toutes les collectivités n'ont pas les moyens de mettre en place des activités sportives, culturelles, etc. Je pense qu'il y a ça aussi comme sujet dans l'espace public, c'est comment est-ce que les collectivités peuvent encore avoir les moyens d'investir dans une bibliothèque, d'investir sur le long terme sur une bibliothèque, une médiathèque. Aujourd'hui, les réseaux de bibliothèques et médiathèques font un travail complètement formidable, d'accompagnement, de liens, donc on a intérêt à abonder ces réseaux-là. Les enseignants aussi démontrent aux enfants ce qu'on peut faire en leur donnant des devoirs avec des exposés, en faisant des recherches sur Internet. Forcément, ça permet aux enfants aussi d'aller chercher des informations et de se renseigner. Et puis, dans les influenceurs qui suivent, ils peuvent aussi suivent aussi des influenceurs qui ont des contenus. Et autres, Hugo Décrypte. Et puis, il y a toute une nouvelle génération